Chunk 1. Voyons voir. Excusez-moi. Linda Fiorentino était la femme la plus dangereuse d'Hollywood dans les années 1990. Elle a joué dans Men in Black et a rapporté des millions au studio, mais à 67 ans, elle vit comme un fantôme. Elle écrit des lettres manuscrites et cultive des tomates dans une cabane isolée. Les habitants l'appellent poliment fantomatique. Elle a refusé 200 000 $ de Netflix juste pour rester cachée. Mais pourquoi cette femme, qui a autrefois séduit le public, a-t-elle complètement disparu? La vérité implique des secrets du FBI, un scandale d'1 milliard de dollars et les acteurs les plus sombres d'Hollywood. Sa disparition n'était pas un choix. Clarinda Fiorentino est née le 9 mars 1948 à Philadelphie. Elle était le troisième enfant d'une famille de 8 enfants. Sa famille était profondément catholique et italo-américaine et la vie à la maison était toujours bruyante, bondée et pleine de mouvements. L'une de ses sœurs, Dee-Ah, deviendra plus tard mannequin et épousera David Fincher et Gary Oldman. Dans ce genre de foyer, Linda a dû se battre pour être entendue. Ce besoin de se démarquer a fait d'elle une personne audacieuse et farouchement indépendante. Même quand elle était encore enfant, les gens pensaient qu'elle était une élève brillante. Mais elle a surpris tout le monde en se disputant constamment avec les religieuses à l'école, surtout à propos de la Bible. Elle trouvait ça amusant, mais pour Linda, c'était sérieux. Elle remettait tout en question. Elle a grandi dans les quartiers difficiles de Philadelphie Sud, entourée de bruit et de la dureté de la classe ouvrière. En tant qu'enfant du milieu, elle a appris à être dure rapidement. Elle jouait au basket avec ses frères, tenait son rang et est devenue une femme qui allait plus tard choquer Hollywood par sa présence intense à l'écran. Mais au fond, elle était toujours cette fille, timide, dont sa mère se souvenait, se cachant derrière un extérieur audacieux qui ne correspondait pas toujours à ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Son père, Salvatore Fiorentino, travaillait comme entrepreneur en acier à Philadelphie, soudant tous les jours pour subvenir aux besoins de la famille. Sa mère, également nommée Clarinda, restait à la maison pour élever ses 8 enfants. Ils vivaient avec un budget serré. Salvatore est décédé le 10 juin 2018 à l'âge de 93 ans. Ce monde de travail manuel et de longues journées a façonné Linda d'une manière qui ne l'a jamais quittée. On pouvait le sentir dans sa façon de parler dans ses films, surtout dans The Last Seduction en 1995, où sa voix grave et son regard perçant lui donnaient un avantage. Chunk 2. Grandir n'a pas été facile. Leurs difficultés lui ont appris à être audacieuse, mais l'ont aussi rendue rebelle. Sa mère disait qu'elle était très audacieuse, mais en réalité très timide. Un mélange étrange qui semblait définir toute la vie de Linda. Leur maison était toujours pleine. La pression de tant de personnes entassées dans un seul espace l'a poussée à devenir plus indépendante. Elle n'était pas seulement dure, elle était athlétique, surpassant ses frères au baseball et au basketball. Plus tard dans sa carrière, elle a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas des rôles doux typiques. Elle ne voulait pas être la prochaine Meg Ryan. Elle voulait des personnages avec de la profondeur. Cela venait du fait de voir son père travailler et de vivre dans une maison où la dureté était une question de survie. La culture italienne était profondément ancrée dans sa vie. Les grands dîners du dimanche avec des pâtes faites à la main étaient courants. Il y avait des sauces mijotées longuement et des rassemblements bruyants qui duraient des heures. Le 6 janvier, sa famille célébrait l'Épiphanie et la légende de la Befana, apportant des cadeaux où du charbon était prise au sérieux. Ces rituels familiaux ont contribué à façonner sa nature passionnée. Elle l'a plus tard comparé aux danses pizzica du sud de l'Italie, où un rythme sauvage était utilisé pour guérir le corps et l'esprit. Mais en même temps, elle repoussait toujours les limites. Alors qu'elle était censée suivre des traditions catholiques strictes, elle s'est sentie attirée par autre chose. Au Rosemont College, elle a rejoint un étrange mélange d'étudiants en théâtre, dont beaucoup venaient de riches familles portoricaines et cubaines.
C'est là qu'elle a abandonné son projet d'aller à la faculté de droit. Elle a décidé de devenir actrice à la place. Grandir avec 8 petits frères et sœurs signifiait que les dîners de vacances étaient sauvages, bruyants et inoubliables. Cela lui a donné de la discipline, mais a également alimenté son désir de se démarquer. Elle a dit un jour que son regard intense l'empêchait d'être choisie pour des comédies romantiques, mais elle s'en est accommodée. Sa passion, son flair dramatique et son amour des dîners arrosés de vin, sauce et de l'opéra lui ont donné ce feu à l'écran, le même que celui que l'on verrait dans une performance de Pavarotti. Sa famille a déménagé de Philadelphie à Turnersville, dans le New Jersey, où elle a fréquenté la Washington Township High School de 1972 à 1976. C'est là qu'elle a continué à surprendre les gens. Elle se disputait toujours avec les religieuses, jouait toujours l'élève brillante. Mais il y avait plus en elle. Chunk. 3. Elle était une athlète vedette au basketball et au baseball, remportant des lettres universitaires. Elle était aussi pom-pom girl, et elle n'avait pas peur de montrer sa force par le mouvement. Dans Vision Quest en 1985, elle a joué un rôle si confiant physiquement qu'elle a battu des stars comme Demi Moore pour l'obtenir. Les années qu'elle a passées au lycée l'ont changée. Le passage des rues de Philadelphie à la vie plus calme de la banlieue du Jersey l'a aidée à devenir quelqu'un capable de passer d'un monde à l'autre. À la maison, elle était l'un des 8 enfants avec un père soudeur et une mère au foyer. À l'école, elle est devenue quelqu'un que les gens remarquaient. Après avoir obtenu son diplôme en 1976 à l'âge de 18 ans, Linda a poursuivi ses études en sciences politiques au Rosemont College et a obtenu son diplôme en 1980. Elle y a également étudié la photographie, travaillant dans des chambres noires et apprenant à capturer des moments avec précision. Cette compétence ne l'a jamais quittée depuis 1987. Elle est active en tant que photographe. Elle était sur la voie de la faculté de droit, mais un professeur a complètement changé son orientation. Il lui a dit qu'elle devrait être sur scène. Elle a fait le saut. En jouant dans des pièces de théâtre universitaires avec ses nouveaux amis du théâtre, quelque chose a fait tilt. Elle n'aimait pas seulement jouer la comédie, elle en avait besoin. Cette période à l'université a été pleine d'expériences. Mélanger un travail académique sérieux avec un exutoire créatif qui la faisait se sentir vivante. Son amour de la discussion, la même audace qui s'opposait aux religieuses, était le même feu qui lui a donné des rôles dans des films sombres et mélancoliques comme The Last Seduction, Their Edge. Pour joindre les deux bouts, pendant ses études, Linda a travaillé à temps partiel comme serveuse à Philadelphie. Ce n'étaient pas seulement des emplois, c'étaient des salles de classe. Chaque client, chaque quart de nuit ajoutait quelque chose à sa personne. Elle observait les gens attentivement. Cela l'a aidé à construire des personnages. Cela l'a aussi rendue dure. Plus tard, quand elle a déménagé à New York et a commencé à travailler comme barmaid au Kamikaze Nightclub avec Bruce Willis, elle a utilisé les mêmes compétences pour survivre. Elle était toujours en train de regarder, toujours en train d'apprendre. Cette confiance en elle dans la rue l'a aidée à se faire remarquer. En 1945, quand elle a joué Carla dans Vision Quest, les critiques ont salué la façon dont elle parlait calmement. Roger Ebert a dit qu'elle obligeait les gens à écouter. Chunk 4. Ce n'était pas du jeu, c'était réel. Elle l'avait vécu. Chaque quart de travail tardif, chaque chasse client impoli, chaque fois qu'elle devait sourire alors qu'elle n'en avait pas envie, tout cela s'est manifesté à l'écran. Au moment où elle a joué dans The Moderns, en 1988, Variety l'a qualifiée d'idéale pour les rôles séducteurs qu'elle obtenait avec facilité. Juste après l'université, en 1980, Linda a déménagé à New York et s'est inscrite à des cours à l'International Center of Photography. Elle s'est concentrée sur les portraits en noir et blanc, ce sur quoi elle travaille encore aujourd'hui. Son souci du détail vient de ses premières leçons. En même temps, elle a rejoint le Circle in the Square Theatre School pour étudier l'art dramatique. Elle jonglait avec les deux formes d'art à la fois. Sa photographie l'a aidée à comprendre les visages, les émotions et le silence. Tout cela s'est retrouvé dans ses performances, Tessa.
Des années plus tard, elle réalisait des documentaires sur l'autisme et le diabète juvénile. Mais même à l'époque, elle apprenait à raconter des histoires humaines. Pendant cette période, elle a été barmaid et a pris des contacts. Son travail de photographe, sa formation d'actrice et son emploi de nuit se sont tous fondus en une seule vie. Quand elle a improvisé une scène dans The Last Seduction, en escaladant une clôture et en choquant l'équipe, ce n'était pas seulement du talent. C'était un instinct construit à partir de tout ce qu'elle avait vécu. Au début des années 1970, Linda a commencé à sécher les cours pour assister à des projections de films underground à Philadelphie. Elle était encore au lycée, mais ses goûts étaient déjà en train de changer. Elle ne s'intéressait pas aux niaiseries d'Hollywood. Elle voulait des histoires étranges et brutes. Cela a causé des disputes constantes à la maison. Ses parents ne comprenaient pas. Elle avait déjà débattu de la Bible avec des religieuses. Maintenant, elle se faufilait pour regarder des films d'avant-garde. Ses actes de rébellion adolescente ont contribué à la façonner. Dans The Last Seduction en 1994, elle a joué un personnage si dangereux et magnétique que les critiques ont dit qu'elle ne ressemblait à personne d'autre. Cette motivation venait de ses premiers jours dans les salles de cinéma obscures, loin du monde dans lequel sa famille voulait qu'elle vive. Elle n'a jamais cessé de se disputer avec eux, mais elle n'a jamais renoncé à sa vision. Bien, 5. En 1941, Linda a fait ses valises et est partie pour New York. Elle venait de terminer ses études en sciences politiques, mais ne se souciait plus de la faculté de droit. À 22 ans, elle s'est inscrite au Circle in the Square, où elle a étudié avec des légendes du théâtre comme Theodore Mann et Paul Lebon. En moins d'1 an, elle jouait dans de petites pièces off-Broadway. Dans une performance de 1931 de La Mouette de Tchekhov, sa version de Nena a suscité des murmures dans toute la scène théâtrale. Elle n'a reçu aucun salaire, seulement des pourboires de barmaid, mais elle est restée dans le jeu. Elle partageait ses quarts de travail au Kamikaze avec Bruce Willis et ne gagnait parfois que 50 $ par semaine. À un moment donné, elle a auditionné pour 47 rôles en une seule année. Elle n'en a obtenu aucun. Elle a failli abandonner. Un soir, elle a manqué son couvre-feu et a fini par dormir sur un banc de parc. Mais elle n'a pas abandonné. Cette vie new-yorkaise difficile l'a construite. Entre 1981 et 1983, Linda a auditionné pour plus de 30 feuilletons. Les directeurs de casting lui ont dit qu'elle était trop intense. Ils ont dit que son regard était prédateur et ne convenait pas à la télévision. Elle n'a décroché aucun emploi en 18 mois. En 1982, Ella Assa a été rappelée pour As the World Turns, seulement pour se faire dire qu'elle effrayait la caméra. Mais elle n'a pas changé. Elle s'est appuyée sur cette intensité et en 1945, elle a décroché Vision Quest. Son regard est devenu son arme. Des années plus tard, en 1992, elle a été rejetée de Basic Instinct parce qu'elle avait une trop petite poitrine, mais elle s'en fichait. Au milieu des années 1990, elle gagnait $1 million par film. En 1983, sans le sou et sur le point d'abandonner, Linda a accepté un emploi de mannequin à Milan. Elle a posé pour Versace et Armani. Elle a fait 12 parutions dans des magazines pour hommes et a gagné $5 000 par séance photo. Une séance photo a duré 3 jours à Rome par 32 degrés. Elle a failli s'évanouir, mais a terminé le travail. L'argent a payé son loyer et ses cours de théâtre. Chunk, 6. Même si elle détestait être objectivée, elle a accepté $60 000 cette année-là. Elle a dit plus tard que les emplois lui semblaient vides, mais qu'ils ont maintenu son rêve en vie. En 1984, elle a fait un choix qui a choqué sa famille. Elle a légalement changé son nom de Clarinda en Linda. Des agents lui avaient dit que le nom était trop ethnique et nuirait à ses chances à Hollywood. Cela lui a coûté $200 pour remplir les papiers. Sa mère a dit que c'était comme une trahison, mais cela a fonctionné. En février 1945, Le Monde a eu son premier vrai aperçu de Linda Fiorentino lorsqu'elle a incarné le rôle de Carla dans Vision Quest. Elle n'était pas
qu'un joli visage aux côtés de Matthew Modine. Elle a joué une artiste itinérante qui avait une mystère tranquille qui persistait. Des critiques comme Roger Ebert n'ont pas pu détourner le regard, la qualifiant à la fois de chaleureuse et de distante d'une manière qui vous faisait vous demander ce qu'elle pensait vraiment. Dans les coulisses, l'alchimie entre Fiorentino et Modine a dû être refilmée encore et encore jusqu'à ce qu'elle atteigne un niveau que le réalisateur a trouvé électrique. Ces jours de tournage supplémentaires ont ajouté de la pression sur tout le monde, mais cela a fonctionné. Le film a rapporté près de 13 millions de dollars et a fait d'elle une favorite culte instantanée. Pourtant, elle a plus tard haussé les épaules en disant que ce n'était qu'un autre film où les gens buvaient de la bière tout le temps pas. Quelques semaines plus tard, en mai de la même année, elle était de retour à l'écran dans Gotcha, jouant Sacha, une espionne tchèque secrète entraînant un étudiant américain dans un réseau dangereux. Il ne s'agissait pas seulement de dialogue et de glamour. Elle s'est lancée dans des scènes de poursuite à travers Berlin, y compris un tournage de nuit si intense qu'il a failli se terminer par un accident. La pluie tombait à verse, les pneus glissaient et une collision l'a à peine manqué. L'équipe a dû tout arrêter pendant 2 heures. Elle a refusé de laisser une doublure la remplacer. Sa maîtrise physique et sa présence à l'écran la rendaient plus pointue que le rôle principal masculin. Et bien que le film ait rapporté plus de 10 millions de dollars, elle admettra plus tard que ce n'était pas son genre d'histoire. Elle n'aimait pas les scripts qui jouaient la sécurité. En septembre, elle s'était à nouveau transformée. Dans After Hours de Scorsese, elle a joué Kiki, une artiste avec une tournure sombre, SM et tout. Elle s'est glissée dans la nuit new-yorkaise crasseuse comme si elle y appartenait, improvisant même l'une des scènes les plus étranges et les plus hypnotiques du film dans un club rempli de secrets et d'ombres. Le moment s'est étiré pendant 4 minutes entières et chaque mot qu'elle a prononcé n'avait pas été écrit. Même si elle s'est heurtée à des gens sur le plateau, la performance brûlait d'une étrange beauté. Cette nuit étrange sans sommeil dans la ville est devenue un classique culte, rapportant plus de 10 millions au box-office et a cimenté son image comme quelqu'un qui ne se contentait pas de jouer des personnages, mais qui les hantait. Chunk 7. À la fin de 1935, les gens étaient convaincus qu'elle était à Sky, qu'elle était la prochaine grande chose. Variety l'a dit ouvertement en juillet de la même année. Elle était audacieuse, sexy, intelligente. Les offres affluaient. Plus de 20 scénarios en une seule saison. Mais quelque chose d'inquiétant a commencé à s'insinuer. Hollywood la voyait d'une certaine façon. Avec ses cheveux noirs et son regard intense, ils ont commencé à la pousser vers des rôles qui étaient toujours séducteurs, toujours dangereux. Elle a refusé Top Gun parce qu'elle n'aimait pas son message militaire. Elle a même rejeté Basic Instinct. Le magazine Empire l'appellera l'une des 100 stars les plus sexy en 1995, la classant au 66e rang, mais tout ce qu'elle voulait, c'était être prise au sérieux. 3 ans après ses débuts explosifs, elle s'est glissée dans un monde entièrement différent. Dans The Moderns, en 1988, elle a joué Rachel, une Américaine dérivant dans le Paris des années 1920, mêlée à l'amour, à la jalousie et à l'art. C'était son monde. Elle avait étudié la photographie à l'International Center of Photography à New York juste l'année précédente. Elle a même essayé de parler français sur le plateau, bien qu'elle ne connaisse pas vraiment la langue. Cet effort brut a donné à ses scènes une sorte de beauté tremblante, en particulier une où son mari autoritaire lui rasait les aisselles avec un rasoir droit. Intime et terrifiant. Le film n'a pas récupéré son budget, ne rapportant que 2 millions de dollars contre un coût de 3,5 millions de dollars, mais sa performance était douce et hantée. On pouvait déjà voir la femme fatale se former. Puis, 1991, et avec lui, un petit film intitulé Queen's Logic. Personne ne l'a vraiment regardé. Il a à peine rapporté plus de 600 000 dollars, mais à l'intérieur, c'était un joyau. Fiorentino a joué Carla, une femme qui en avait assez de l'immaturité et des jeux des hommes.
Dans une scène, elle s'est complètement effondrée, mais elle ne jouait pas la comédie. Elle s'est inspirée de sa propre enfance dans le sud de Philadelphie, où elle a grandi comme l'un des 8 enfants dans une maison italo-américaine bruyante. Son émotion était si réelle qu'elle a choqué ses co-stars. Elle ressemblait à quelqu'un qui retenait ses larmes depuis des années. Cette performance s'est démarquée même dans une distribution pleine de stars. Un an plus tard, elle a joué dans Chain of Desire, jouant une chanteuse de boîte de nuit dans un conte axé sur le sexe d'amoureux interconnectés. Elle a dû jouer des scènes qui ont mis les gens mal à l'aise. Chunk, 8. Une en particulier où elle a une rencontre crue dans le sous-sol d'une église avec un homme nommé Jésus a suscité la controverse dans tous les domaines. Certains l'ont qualifiée de sacrilège, d'autres d'art. Fiorentino a dit que ce n'était ni l'un ni l'autre. Pour elle, il s'agissait simplement d'être honnête au sujet du désir et de la peur humain. Elle voulait que les gens ressentent quelque chose. À la fin du film, son personnage apprend que son ex-amant a le sida. Cette tournure a frappé fort au début des années 90, alors que la peur de la maladie était partout. Le film a à peine rapporté 4 000 $, mais son rôle a résonné chez ceux qui l'ont vu. Elle a également tenté sa chance à la télévision en 1959 avec The Neon Empire. Il a été diffusé sur CBS et a été regardé par 20 millions de personnes. Elle a joué Lucy, la femme pointue et manipulatrice d'un mafieux pendant la naissance de Las Vegas. Le scénario était réaliste et basé sur de vrais gangsters, et sa performance laissait entrevoir ce qui allait suivre. Il a été filmé pendant une période creuse de sa carrière, alors que rien d'autre ne se concrétisait, mais cela lui a donné un moyen de montrer son tranchant. Et ce tranchant allait bientôt exploser en quelque chose d'inoubliable. En 1994, The Last Seduction est sorti, et Linda Fiorentino n'a pas seulement joué, elle a dominé. En tant que Bridget Gregory, elle est devenue quelque chose que le public n'avait jamais vu auparavant. Une femme froide, rusée et totalement maîtresse d'elle-même. Elle a volé 700 000 $ à son mari après qu'il l'ait frappé. Elle s'est enfuie, a pris un faux nom qui était un indice caché, Wendy Croy, un New York réarrangé, et a séduit un homme innocent juste pour se jouer de lui. Elle n'a pas joué la victime, elle a joué le jeu. La scène de téléphone rose était particulièrement choquante. En seulement 2 minutes, elle est passée d'un murmure à une exigence, dirigeant chaque battement de la conversation. Ce n'était pas seulement sexy, c'était terrifiant. Les critiques ont adoré. Elle a remporté le New York Film Critics Circle Award cette année-là. Mais derrière la caméra, les choses n'étaient pas du tout faciles. Il tournait à Buffalo au cœur de l'hiver 1993. Il faisait un froid glacial avec des températures descendant en dessous de 10 degrés. Les blizzards ont fermé le plateau. Chunk 9. Ils ont même dû faire venir des camions de fausse neige quand la nature n'était pas au rendez-vous. Fiorentino a réécrit bon nombre de ses lignes, insistant pour rendre Bridget encore plus audacieuse. Elle s'est disputée avec le réalisateur sur la limite à ne pas dépasser. Elle a même planifié les scènes de sexe elle-même, y compris celles contre une clôture en grillage. Peter Berg, sa co-star, a dit plus tard qu'il s'était simplement accroché pour survivre pendant qu'elle prenait le contrôle. Mais même avec tout cela, elle a été empêchée d'être prise en considération pour les Oscars. Le film a été diffusé sur HBO à minuit avant même de sortir en salle, violant les règles. Des critiques comme Roger Ebert étaient furieux. Il a dit que c'était un crime contre l'art. Fiorentino a quand même remporté l'Independent Spirit Award et plusieurs autres, mais ce camouflet a fait mal. Elle l'a senti comme une affaire personnelle. Elle a dit plus tard que les femmes qui jouent des rôles sombres et tordus sont punies, alors que les hommes sont félicités. Lors de l'événement des London Film Critics en 1995, elle a dit au public qu'elle se sentait bien d'être maléfique et d'être payée pour cela. Les gens ont été choqués, mais elle était juste honnête. Après The Last Seduction, la situation a changé. Les studios ont eu peur. Ils l'ont qualifiée de dangereuse.
Ils ont dit que les familles ne l'accepteraient plus. Un producteur a révélé que des actrices de renom avaient rejeté le rôle parce qu'elles ne voulaient pas être perçues comme antipathiques. La société derrière le film l'a rejeté comme un film de peau et l'a refilé à HBO. Et juste comme ça, elle était enfermée. Quand Men in Black est sorti en 1997, elle a joué une coroner intelligente et sarcastique qui finit par rejoindre l'agence secrète. C'était l'un de ses plus grands succès, rapportant près de 600 millions de dollars dans le monde entier. Mais les gens ne savaient pas qu'elle avait remporté le rôle lors d'une partie de poker avec le réalisateur. Elle est pas ça, elle est repartie avec le rôle et mène 200 dollars en espèces. Pourtant, les rumeurs ont recommencé. Elle était difficile à travailler avec. Elle n'est pas revenue pour les suites. Elle a également fait Jade en 1995, un autre thriller érotique. Elle a joué une psychologue prise dans un meurtre et des jeux sexuels. Chunk, 10. Une scène de voiture était si explicite que les censeurs ont coupé plus de 2 minutes. Le réalisateur a dit qu'elle avait été massacrée. Le film a échoué au box-office et les rumeurs de liaison sur le plateau n'ont fait qu'empirer les choses. En 1996, elle a tenté quelque chose de différent dans Larger Than Life avec Bill Murray. Elle a travaillé aux côtés d'un éléphant de 306 tonnes. Murray a dit plus tard en 2025 qu'il avait pleuré lorsqu'ils ont filmé leur dernière scène de bain. Pourtant, le film a fait un flop. Le public ne savait plus quoi penser d'elle. Puis, en 1999, Linda Fiorentino a joué dans Dogma, un film qui aurait dû cimenter son héritage, mais a plutôt semé la première graine de controverse qui la hantrait pendant des années. 1 an plus tard, le réalisateur Kevin Smith a déversé sa colère dans le commentaire du DVD, l'accusant de créer le chaos sur le plateau et affirmant qu'elle ne pouvait pas supporter le fait que Matt Damon et Ben Affleck soient plus célèbres. Il a même dit qu'elle avait refusé de promouvoir le film après s'être opposée à une affiche qui exagérait son décolleté. Smith a enfoncé le couteau plus loin dans une interview de TV Guide en 2000, disant qu'elle avait apporté du drame dans une comédie. Le mal était fait. Elle a été étiquetée comme difficile, une image qui la poursuivrait pour le reste de sa carrière. Mais près de 2 décennies plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Après que Smith ait subi une crise cardiaque en 2018, Fiorentino l'a contacté par courriel. Ce seul message a fait tomber des années d'amertume. Smith s'est excusé. Il a admis que sa remarque selon laquelle Janeane Garofalo aurait été un meilleur choix était cruelle et qu'il essayait juste d'être drôle aux dépens de quelqu'un d'autre. Il a salué le travail de Fiorentino, assumant finalement une partie du blâme pour les rumeurs qui ont failli détruire son image. Mais à ce moment-là, les dégâts étaient déjà profonds. En 1997, Men in Black a rapporté plus de 589 millions de dollars et l'agent L de Fiorentino était clairement positionné comme la nouvelle partenaire de Will Smith. Mais lorsque la suite est sortie en 2002, elle avait tout simplement disparu. Pas de mort dramatique, pas de fin héroïque, juste une ligne de dialogue rapide disant qu'elle était retournée à son poste de médecin légiste. Les murmures étaient assourdissants. Les rumeurs affirmaient que Tommy Lee Jones avait refusé de revenir à moins qu'elle ne soit retirée, soi-disant en raison de frictions entre eux pendant le premier film. Personne ne l'a officiellement confirmé, mais ces histoires se sont répandues comme une traînée de poudre. Hollywood avait son bouc émissaire et son absence de la franchise n'était qu'un autre coup dur qui l'a fait disparaître plus vite. En 2002, elle a joué dans Liberty Stands Still, un thriller avec Wesley Snipes, où elle a joué une dirigeante d'une entreprise d'armes à feu prise en otage dans une cabine téléphonique. Il avait une configuration glaçante et un message opportun, mais il a fait un flop monumental, rapportant moins de 600 000 dollars. Chunk, 11. Malgré son budget de 11 millions de dollars, il est sorti directement en vidéo dans la plupart des endroits. Les critiques ont adoré sa performance, mais ont démoli le scénario et la réalisation. Le film n'avait pas de promotion, pas d'élan et aucune chance réelle. Il a tout simplement disparu, comme elle commençait à le faire.
Son talent était lourd, ça tâtelait pas les rôles. Puis, elle a disparu pendant 7 ans. En 2009, elle a fait une petite apparition dans Once More with Feeling, une comédie discrète sur les rêves de karaoké. Il n'a pas rapporté d'argent, a à peine touché le public et n'a jamais fait les gros titres. Mais pour ceux qui l'ont remarqué, il était clair que c'était sa sortie. À partir de ce moment, Linda Fiorentino est devenue un fantôme dans l'industrie. Ce qui a vraiment brisé sa carrière, ce n'est pas seulement quelques mauvais rôles ou des conflits de personnalité. C'est la façon dont Hollywood a décidé de la cataloguer. Les mots de Kevin Smith en 2000 lui sont restés collés à la peau. Des histoires de Men in Black ont suivi, mais des murmures plus profonds ont raconté. Une histoire plus sombre. En 1998, lors du casting de Dogma, elle aurait refusé les avances de Harvey Weinstein. Il ne voulait pas du tout d'elle dans le film. Et après qu'elle ait obtenu le rôle de toute façon, certains pensent qu'il a discrètement déclaré la guerre. Un tweet en 2024 a ravivé cette théorie, disant que Weinstein a orchestré une campagne de diffamation qui a détruit sa réputation. En 2009, elle était passée de vedette dans 15 films dans les années 90 à seulement 4 dans le nouveau siècle. L'industrie a fermé ses portes. Le plus grand choc est survenu en 2008 lorsque le nom de Fiorentino a fait surface dans le scandale d'écoutes téléphoniques d'Anthony Pellicano. Elle avait eu une relation amoureuse avec l'agent du FBI Mark Rossini et avait utilisé cette relation pour accéder à des fichiers classifiés sur son ex, le milliardaire Stephen Bing. Rossini, un vétéran de 17 ans, a enfreint la loi pour elle, accédant au système du FBI plus de 40 fois. Il a finalement plaidé coupable et a été condamné à 12 mois de probation et à une amende de 5 000 $ en 2009. Fiorentino a transmis les fichiers à l'équipe de défense de Pellicano. Elle a affirmé que tout cela était pour un scénario, mais la vérité semblait plus étrange que la fiction. Elle n'a pas été inculpée, mais les manchettes l'ont dépeinte comme une version réelle de ses rôles les plus séducteurs. Le fait qu'elle ait correspondu avec Pellicano depuis le début des années 2000 et qu'elle ait peut-être aidé à déterrer des saletés sur ses anciens amants n'a pas aidé. Au tribunal, Rossini a tout avoué. Il a divulgué des fichiers sur Michael Ovitz et Burt Fields. Chunk, 12. Fiorentino les a donnés à l'équipe juridique de Pellicano. Tout s'effondrait et elle allait rester juste assez loin du feu pour éviter les accusations. Mais sa carrière n'a pas pu être sauvée. Sa vie personnelle n'offrait pas beaucoup de réconfort non plus. En 1992, elle a épousé le réalisateur John Byrom, mais le mariage s'est effondré après seulement 11 mois. Ils s'étaient rencontrés en 1948 en travaillant sur un film qui n'a jamais été terminé. Après le divorce, elle a juré qu'elle ne se remarierait jamais. À cette époque, les tabloïds ont eu vent de 2 relations amoureuses présumées. L'une était avec l'acteur Jamie Sheridan, sa co-star de Queen's Logic. L'autre était avec le milliardaire Ted Foreman, qui l'aurait emmenée sur des jets privés et l'aurait couverte de cadeaux coûteux. La presse était implacable et, en 1997, elle a même poursuivi pour violation de la vie privée à 2 reprises. Au début des années 2000, elle en avait fini avec les projecteurs. Elle a officiellement quitté le métier d'actrice en 2009. Après Once More with Feeling et s'est tournée vers la photographie, une passion qu'elle avait gardée cachée pendant des années. Son travail s'est concentré sur des portraits bruts, en noir et blanc, qui semblaient hantants et réels. En 2012, elle a eu une exposition personnelle à New York qui a stupéfié les critiques, le New York Times louant sa capacité à capturer l'émotion mieux que beaucoup d'autres qui avaient passé des décennies dans le domaine. En 2015, elle avait gagné 150 000 $ grâce à la photographie seulement. Elle ne courait plus après la gloire. Elle y échappait. Aujourd'hui, à 67 ans, Linda Fiorentino vit loin de la machine hollywoodienne. Elle est soit à Westport, dans le Connecticut, soit cachée dans une cabane isolée dans l'État de New York. Elle a vendu sa maison en 2014 et vit maintenant des redevances, gagnant environ un demi-million de dollars chaque année grâce à Men in Black seulement. Elle n'a pas de médias sociaux, pas d'interviews, pas d'apparitions.
Elle a même refusé un documentaire Netflix de 200 000 $ en 2023. Les habitants disent qu'elle s'occupe de tomates et prend des photos de la faune. Un voisin l'a qualifiée de poliment fantomatique. Elle écrit toujours des lettres manuscrites, refusant d'utiliser le courrier électronique. Son silence n'a fait qu'approfondir sa légende. Elle ne s'est même pas présentée à la réunion anniversaire de Men in Black en 2017, un rassemblement qui aurait pu être un moment de rédemption. Elle a refusé après avoir été retirée de Men in Black 2, apparemment à la demande de Tommy Lee Jones. La franchise ne l'a plus jamais mentionnée. Chunk 13. Cette seule décision lui a probablement coûté 2 millions de dollars. Elle a également manqué la réunion du casting de Jade en 2024 et a même refusé d'assister aux Oscars en 2000 malgré sa performance primée dans The Last Seduction. Son refus n'était pas une question d'amertume, c'était une question de principe. Elle a refusé au moins 15 rôles après 2002, dont un biopic où elle a exigé des changements de scénario pour éviter les scènes d'exploitation. Elle ne voulait pas jouer le jeu, et pourtant, ses fans n'ont jamais cessé de regarder. Pour son 67e anniversaire, en mars 2025, plus de 5000 publications Instagram l'ont célébrée. Certains l'ont qualifiée de femme fatale ultime. Un clip de The Last Seduction sur la musique de Born to Die de Lana Del Rey est devenu viral. Une publication disait simplement « 67 ans et séduit toujours depuis l'ombre ». Il y avait même une pétition avec des milliers de signatures la suppliant de revenir au métier d'actrice. Des fans anonymes ont affirmé l'avoir vue à New York ce jour-là. L'un d'eux a juré qu'elle leur avait souri.